Bonjour à tous et bienvenue sur The Repair Academy. Aujourd'hui, on va parler un peu des principes de base de l'électronique parce que c'est vrai qu'en regardant les dernières vidéos que j'ai faites sur la théorie électronique dédiée à la réparation, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément au point sur ce que c'est la tension, ce que c'est le courant, ce que c'est une résistance et pourquoi on mesure tous ces trucs et pourquoi on fait ça pour rechercher des pannes. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partir vraiment de la base. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment tout simplifié au maximum avec des dessins. Donc on part vraiment de la base en comprenant ce qu'est un atome, qu'est-ce que sont les électrons, etc. Comme ça vous allez comprendre charge positive, charge négative, ce qu'est le courant, etc. Et après je vais aussi vous montrer des analogies avec des réservoirs d'eau pour vous parler de la tension, de la résistance et du courant. Et je vous parlerai aussi des circuits en série, des circuits en parallèle. Et j'ai même fait des petits exemples avec des circuits électroniques qui permettront d'illustrer ce que je vais dire, donc les circuits en parallèle, les circuits en série, etc. Qu'est-ce qu'un court-circuit? Bref, je ne vais pas épiloguer, on rentre direct dans le vif du sujet, donc à nouveau avec la tablette, comme ça vous allez bien comprendre. Donc déjà, la première chose dont on va parler, c'est un atome. Alors ça peut paraître compliqué comme ça au premier abord, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Donc un atome, c'est ce qui constitue, on va dire, à peu près notre monde. Et un atome, il est constitué de cette manière. Donc ce que vous voyez en jaune ici, ce sont ce qu'on appelle des électrons. Et ce que vous voyez au centre, donc c'est ce qu'on appelle le noyau. Et en bleu, ce sont les protons. Et en rouge, en bleu, pardon, ce sont les neutrons. Et en rouge, ce sont les protons. Donc la différence entre les électrons et les protons, c'est que les protons, ils sont dotés d'une charge positive et les électrons sont dotés d'une charge négative. Ce noyau ici, il ne se déplace jamais. Il est constitué de protons et de neutrons et ils sont fermement attachés entre eux. Les électrons, eux, circulent en orbite autour de ce noyau. Mais par exemple, si on met deux atomes à côté, donc imaginons qu'on en met un à côté qu'on représente ici, eh bien ces électrons qu'il y a ici peuvent parfois se détacher et aller dans l'autre atome. C'est ce qu'on appelle des électrons libres. Et quand un électron passe d'un atome à un autre, eh bien sa valeur, sa charge change. Là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 électrons puisqu'il y a 3 boules jaunes. Là, vous voyez qu'il y a 3 protons puisqu'il y a 3 boules rouges. Donc, il y a 3 charges positives, on va dire, et 3 charges négatives. Et si on met un autre atome à côté et qu'il y a, on va dire, un électron qui passe dans l'autre atome, eh bien cet atome, il n'aura plus que 2 électrons et 3 charges positives. On dit alors que l'atome est chargé positivement. Donc c'est pour ça, dans les vidéos précédentes, quand je parlais par exemple des transistors NPN et PNP ou des transistors MOSFET, parfois je vous disais que c'était soit les charges négatives qui circulaient, soit les charges positives, et qu'en fait c'était le sens de circulation du courant. Et bien quand je parle de charge positive ou charge négative, je parle exactement de ça. Et par exemple, si je termine mon exemple, qu'on s'imagine l'autre atome à côté, lui, il a reçu un électron en plus. Donc lui, il aura 4 électrons et 3 protons. Donc il aura une charge qui est négative, puisqu'il aura plus d'électrons que de protons. Et en fait, dans un circuit électronique, ce que ça fait, c'est qu'on essaye de définir un trajet pour les électrons de manière à ce que les fonctions qu'on veut utiliser fonctionnent correctement. Donc ce que je vous ai écrit en résumé ici, c'est qu'à l'état naturel, si on ne modifie pas le comportement d'un atome, eh bien le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, et donc dans un atome, il y a une charge neutre. Mais si on provoque quelque chose avec des matériaux et des lois physiques, on peut faire en sorte que les électrons passent d'un atome à un autre et qu'ils circulent pour créer un courant électrique. Donc ça, c'est vraiment la base du courant pour comprendre les charges négatives et charges positives. C'est peut-être un peu théorique, mais au moins vous voyez d'où ça vient. Maintenant, je vais vous faire une analogie avec deux réservoirs d'eau pour vous parler de la tension et du courant et imaginer vraiment ce que c'est. Donc là, vous voyez, je représentais un premier réservoir d'eau et ici un deuxième réservoir d'eau et ils sont reliés par un tuyau. Donc dans ce premier exemple, on va dire que l'eau, ça représente une force, une pression qui est exercée, qui a envie d'aller ici. Quand on remplit ce réservoir d'eau, on imagine bien que
ici la vanne elle est fermée, mais si on ouvre la vanne, on s'imagine que ici va y avoir un débit. Donc là, pour l'instant, il y a une force qui est appliquée. Il faut aussi savoir que dans cette analogie, l'eau que j'ai représentée ici, ça représente le surplus de charge négative. Donc vous imaginez un atome avec beaucoup d'électrons puisque les électrons sont négatifs. Ici, comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de surplus de charge négative, donc il n'y a pas du tout d'électrons, donc il vous faut imaginer un atome sans électrons et avec que des charges positives, donc des protons et son noyau. Donc c'est pour ça qu'on dit que ici, ce réservoir il est en charge positive et ce réservoir il est en charge négative parce que ici il y a de l'eau et ici il n'y en a pas. Ok. Donc maintenant, on voit qu'il y a une différence entre les deux. Ici, il y a de l'eau, ici, il n'y a pas d'eau. Eh bien, cette différence de potentiel, c'est ce qu'on pourrait appeler électriquement la tension. La tension, c'est une différence de potentiel entre deux points. Donc c'est ce que je vous marque ici. La masse d'eau exerce une force, une pression. Le premier réservoir, qui est ici, il a plus de potentiel que le second. Et cette différence de potentiel, c'est ce qu'on appelle la tension qu'on mesure en volts. Et d'ailleurs, si on continue l'analogie, si on ouvre la vanne ici, on voit bien que ce sont les électrons, donc les charges négatives, qui vont aller vers l'atome qui est de charge positive. Donc on voit le réel sens de circulation du courant. Donc ici, dans ce premier cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une tension qui existe puisqu'il y a une différence de potentiel entre les deux réservoirs. Il y en a un qui est rempli d'eau, l'autre qui n'est pas rempli d'eau, donc il y en a un qui a plus d'électrons et l'autre qui n'en a aucun, donc une tension existe, mais il n'y a pas de courant parce que la vanne ici est fermée. Maintenant, on passe au deuxième cas où on ouvre la vanne. Donc, quand on ouvre la vanne, eh bien, il y a de l'eau qui commence à circuler, donc un courant se crée, qu'on peut assimiler ça au courant électrique si on fait l'analogie. Et on voit que l'eau de ce réservoir diminue pour pouvoir remplir celui-ci. Et tant qu'il y a une différence de niveau entre les deux, donc une différence de potentiel, donc une tension, il va y avoir un courant qui passe. Le courant qui passe ici, qui là est un courant d'eau, mais qui électriquement est un courant électrique, on appelle ça l'intensité et on la mesure en ampères. Et en fait, c'est le déplacement d'électrons. Je vous rappelle qu'ici, c'est chargé négativement et ici chargé positivement. Et donc là, ce sont les électrons qui se déplacent pour justement revenir à l'équilibre et que les atomes redeviennent neutres. Dans un circuit électronique, on fait en sorte que les atomes ne redeviennent jamais neutres, donc ce réservoir, on n'arrête pas de le remplir et c'est ce qui constitue le rôle de la batterie ou d'une alimentation. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe un courant, donc il y a un courant électrique, vu qu'il y a un transfert entre le premier réservoir qui est de charge négative vers le second réservoir qui est de charge positive. Et comme il y a encore une différence de niveau entre les deux réservoirs, donc une différence de potentiel, donc une tension, eh bien ce débit d'eau ou ce débit de courant électrique est possible. Donc ici, on peut dire que s'il y a un grand débit d'eau, par exemple si on augmentait la taille du tuyau, on pourrait dire qu'il y a un grand courant électrique qui passe. Et ensuite, si on prend aussi cette analogie, si on s'imagine qu'il y a beaucoup plus d'eau dans ce réservoir que dans celui-ci, ou que le tuyau est encore plus grand que ça, ou les deux, eh bien comme pour l'eau, plus le débit ici et la pression sont grands, plus la puissance du courant elle est forte. Donc le courant électrique sera grand, donc la puissance sera grande. Maintenant, on va passer au troisième cas où on imagine qu'on ne remplit pas du tout ce réservoir avec une batterie ou une alimentation, mais qu'on laisse tout simplement s'écouler l'eau. Eh bien, il va arriver un moment où les deux tensions, les deux niveaux vont se retrouver à l'équilibre et ici, il n'y aura plus de courant qui passe. Donc ici, il n'y a plus de différence de potentiel, il n'y a plus de tension, donc il n'y a plus de courant électrique puisque tout est à l'équilibre et ici, plus rien ne circule. Ici, dans des termes électriques, on peut dire que la tension est de 0 volts puisqu'il n'y a pas de différence entre les deux et que le courant est de 0 ampères puisqu'il n'y a aucun débit qui passe. Ok, donc ça, si vous avez compris, donc vous avez déjà compris la théorie de l'atome qui peut se charger positivement ou négativement en fonction de la circulation des électrons. Et ensuite, si vous arrivez à vous imaginer les réservoirs d'eau,
vous arrivez à comprendre comment ces électrons se déplacent, quelle est la tension, ce qu'est le courant. Il y a une autre métrique qu'on utilise en électronique qui est la résistance. Et pour l'imager, il y a cette image qui est assez connue que j'ai repris, qui est en fait le pincement d'un tuyau. Donc imaginez qu'on se retrouve ici et qu'il y a ces trois petits bonhommes qui soient dans le tuyau d'eau qui est interconnecté aux deux réservoirs. Eh bien la résistance, ce sera le petit bonhomme qui va pincer ce tuyau. La tension, ça va être la force qui pousse les électrons vers un côté ou l'autre. Donc la résistance, plus elle est grande, plus le courant aura du mal à passer. En général, quand on voit cette image, on arrive à bien s'imaginer que plus la résistance est grande, plus le courant aura du mal à passer, alors que plus elle est petite, donc si elle est très petite, la résistance, ça veut dire qu'il ne pince quasiment pas le tuyau, eh bien l'intensité aura plus de facilité à passer. Ok, là vous avez compris ce qu'est un électron, pourquoi on dit charge positive, pourquoi charge négative. Vous avez compris ce qu'est la tension, la résistance et le courant. Et maintenant, il y a aussi une confusion qui est faite souvent quand je parle de circuit fermé et circuit ouvert. Parce que dans la vie de tous les jours, quand on imagine une porte qui est ouverte, on s'imagine que le passage est possible. Et quand une porte est fermée, le passage est bloqué. En électronique, c'est contre-intuitif parce que c'est l'inverse. Quand on parle de circuit fermé, ça veut dire que le courant circule et que le courant est possible. Quand on parle de circuit ouvert, ça veut dire que le courant ne circule plus et qu'il y a une coupure qui est faite à un endroit. Et pour vous imager ça, j'ai fait un petit dessin avec une pile et une ampoule. Ici, vous voyez, c'est un circuit fermé parce qu'on connecte le plus et le moins d'une pile 9 volts, à une ampoule directement. Donc là, on voit que le passage du courant, il passe dans l'ampoule et il revient ici. Et ça fait une boucle. Donc le circuit est fermé. Il fait une boucle, il est fermé. Le courant peut circuler. Donc la lampe ici peut s'allumer. Si je représente ça d'un point de vue schématique, ici, on a le plus 9, donc ici. Ça, ce symbole-là, c'est ce qui représente la lampe. Et ici, c'est ce qui représente la masse, donc l'autre côté de la pile. Donc là, on voit que le courant, il va du plus 9 volts vers la masse, et c'est exactement ce que j'ai fait là. Il va du plus 9 volts, il alimente la lampe et il va vers la masse. Donc là, il va du plus 9 volts, il alimente la lampe et ça va vers la masse. Donc là, dans ce cas-là, le circuit est fermé, la lampe s'allume, c'est comme si on avait un interrupteur fermé, donc le courant circule. Par exemple, dans ma pièce, si j'éteins mes luminaires, ça veut dire que le circuit, il est ouvert parce que l'interrupteur n'est pas fermé et qu'il y a quelque chose qui est coupé. Si par contre je ferme le circuit, eh bien là le courant peut circuler et là la lumière peut éclairer la pièce. Maintenant un circuit ouvert, j'ai repris exactement le même schéma, sauf que là le courant ne peut plus circuler. C'est comme un interrupteur ouvert. Donc là j'ai représenté ici. En fait, le courant, il devrait pouvoir passer, mais ici, c'est ouvert. La boucle est ouverte, donc le courant ne peut plus circuler. Alors, j'ai représenté ça d'un point de vue schématique, mais en général, on ne représente pas les circuits ouverts d'un point de vue schématique. Là, c'est juste vraiment pour imager. Donc ici, on a le plus 9 volts qui se retrouve ici. Ensuite, on parcourt tout le fil jusqu'à ce que la boucle soit ouverte. Donc ici, c'est pourquoi j'ai laissé ce petit trait là, c'est parce que c'est ouvert. Ensuite, on a l'ampoule qui est ici et on a le fil qui est relié à la masse. Donc dans ce cas-là, le courant ne peut pas circuler, donc la lampe est éteinte. On a un circuit ouvert, c'est comme si on avait un interrupteur ouvert. Maintenant, je vais aussi vous parler du cas du court-circuit et je vous dirai ensuite les cas pratiques dans des réparations de téléphone, mais au moins pour bien comprendre ce qu'est un court-circuit. Un court-circuit, c'est quand le courant il arrive à trouver un chemin plus court parce qu'il rencontre moins de résistance. Ici, cette ampoule, elle a une résistance interne, elle n'est pas nulle la résistance, alors que la résistance d'un fil, elle est nulle. Un fil est plus facilement conducteur. Donc si vous faites ça sur un schéma électronique, ce que va faire le courant, au lieu de passer directement dans l'ampoule, il arrive ici à l'intersection et il se dit tiens, quel est le chemin le plus facile pour moi? Ce n'est pas ici parce que ici je rencontre un peu de résistance vu qu'il y a l'ampoule, mais ici il n'y a pas du tout de résistance, donc je vais passer par ici. Et c'est ce qu'il fait. Là, il ne voit même pas l'ampoule, c'est comme si on l'enlevait. Et là, c'est comme si on reliait directement le plus ou moins. Donc là, ça a beau être connecté, l'ampoule ne va jamais s'allumer parce qu'il y a un court-circuit. Si je représente ça d'un point de vue schématique, donc on a toujours le plus 9 volts qui est ici.
On a le courant qui commence à circuler. Ici, on a l'ampoule qui est ici, la masse qui est ici. Et le fil que j'ai représenté ici, c'est ce fil qui est là. Donc ce que fait le courant, c'est ce que j'ai représenté avec les flèches rouges, c'est qu'au lieu d'aller directement dans l'ampoule, eh bien il arrive ici, il se dit « Ah non, ici il y a un peu trop de résistance alors qu'ici il y en a moins, donc je vais passer par ici directement ». Donc là, dans ce cas-là, la lampe, elle ne s'allume pas. Tout ça, bien sûr, je vais vous l'expliquer avec des cas pratiques ensuite. Je vais changer l'angle de vue de la caméra et je vais vous le montrer sur mes petits circuits électroniques que j'ai fait pour bien vous illustrer ça. Mais avant ça, je vais vous parler des circuits en série et des circuits en parallèle, qu'on appelle aussi en dérivation, pour vous expliquer pourquoi, parfois, sur des schémas ou sur des réparations, on peut enlever des condensateurs et pourquoi parfois on ne peut pas en enlever. Ça dépend s'ils sont en série ou en parallèle. Donc ici, je vous ai fait le schéma de deux ampoules qui sont connectées en série. Donc on arrive au plus de la batterie, ça rencontre la première ampoule. On sort de la première ampoule vers la deuxième ampoule et ensuite c'est reconnecté à la masse. Donc si je représente ça d'un point de vue schématique, ici on a le plus 9 volts. Ensuite, on a ce premier fil qui arrive à la première ampoule qui est ce fil ici. La première ampoule, c'est cette ampoule ici. Ensuite, on a le deuxième fil qui va à la deuxième ampoule qui est ce fil ici. On a l'ampoule là et le dernier fil qui va à la masse qui est ici. Dans ce cas-là, on sait que c'est en série parce que si on enlève cette ampoule ici, eh bien, le circuit sera ouvert. Là, pour l'instant, si on garde tout comme ça, le circuit il est fermé car le courant il peut circuler et les deux ampoules vont s'allumer. Si on enlève cette ampoule, alors le circuit il va être ouvert. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que ces deux ampoules, elles sont en série. Maintenant, si on prend un circuit en parallèle, c'est exactement ça, un circuit en parallèle. Donc je vous l'ai représenté ici, avec le plus, donc pareil, le plus 9 volts, la première ampoule qui est ici, la seconde ampoule qui est ici, la masse qui est ici, et ensuite tous les fils qui sont interconnectés. Et dans ce cas-là, on sait que c'est en parallèle parce que si on enlève cette ampoule ou si on enlève cette ampoule, ça ne change rien dans le sens où il y aura toujours une ampoule qui sera allumée. Si on enlève cette ampoule, le courant il va circuler par ici. Le circuit sera fermé, mais il va circuler par ici. Si on enlève cette ampoule, le courant va circuler par ici. Et si on enlève cette ampoule, le courant, lui, va circuler par ici. Donc ça, c'est vraiment l'illustration d'un circuit connecté en parallèle. Et maintenant, si on prend l'exemple de schéma électronique que vous pouvez rencontrer quand vous faites des réparations, par exemple, quand vous avez un circuit qui est en série, voilà, vous avez une broche d'alimentation qui arrive à un circuit intégré, peu importe lequel, et dessus, il y a une résistance. Si on représente ça dans le monde physique, c'est comme si vous aviez une batterie, que le plus ici, il était connecté à une résistance, qu'en sortant de la résistance, c'était connecté au circuit intégré, et qu'en sortant du circuit intégré, c'était relié à la masse. Là, vous voyez bien que si on enlève cette résistance, eh bien le circuit, il devient ouvert. Là, pour l'instant, si on garde tout comme ça, le circuit, il est fermé et le courant peut circuler librement. Mais si on enlève la résistance ou si on enlève le circuit intégré, on voit bien que le courant ne peut plus circuler parce que le circuit est ouvert, ou le circuit est ouvert parce que le courant ne peut plus circuler. Donc là, dans ce cas-là, c'est problématique d'enlever le composant. Par contre, parfois, on peut enlever des condensateurs. Donc ici, on peut rencontrer ce type de montage où on a la borne d'alimentation représentée ici, je l'ai appelée Pipi VDD Main parce que c'est ce qu'on utilise souvent sur des schémas électroniques d'iPhone. Mais ça peut être d'autres noms d'alimentation, peu importe, c'est juste pour représenter vraiment ça. Ensuite, ça arrive sur un circuit électronique et on voit qu'il y a des condensateurs qui sont connectés ici. Ces condensateurs-là, du coup, si on les représente dans le monde réel, on voit que la batterie, elle est connectée et que ce premier condensateur, ici, il va du plus vers le moins. Donc c'est exactement comme si on faisait ça. Et là, on voit que si on enlève un condensateur, eh bien on voit que ça ne change pas grand-chose parce que, enfin ça ne change pas grand-chose. On voit que le courant peut toujours circuler même si on enlève un condensateur. Donc par exemple, on enlève ce condensateur, eh bien le courant pourra circuler par ici et par ici. Si on enlève ce condensateur, le courant pourra circuler par ici et par ici. Donc c'est exactement ce qui explique pourquoi parfois on peut enlever des condensateurs et pourquoi parfois on ne peut pas enlever d'autres composants. On peut enlever des composants qui sont en parallèle, mais on ne peut pas enlever des composants qui sont
connectés en série, ça dépend de comment le courant circule. Il faut vraiment faire attention à ça pour savoir ce qu'on peut retirer ou non. Là, pour la petite histoire, ce que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des condensateurs de découplage. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les condensateurs justement, donc si vous voulez savoir à quoi ils servent, eh bien allez aussi voir cette vidéo où j'explique ça en détail. Ok, donc bref résumé avant de passer au cas pratique. Vous avez vu le fonctionnement d'un atome, pourquoi ce sont les électrons qui circulent, enfin en tout cas les charges positives et les charges négatives, vous arrivez maintenant à faire la différence. Avec l'analogie des réservoirs d'eau avec le tuyau interconnecté, vous arrivez à faire la différence entre la tension et le courant. Et avec ce petit bonhomme en plus, vous arrivez à voir ce que c'est la résistance. Vous comprenez maintenant ce que c'est un circuit en série, un circuit en dérivation et pourquoi vous pouvez enlever parfois des composants ou non en fonction de si c'est en série ou si c'est en parallèle. Donc parallèle, dérivation, c'est pareil. Maintenant que vous avez toute la théorie, je vais vous montrer un cas pratique d'utilisation que j'ai connecté sur une petite plaquette qui permet de faire des circuits électroniques et ce sera peut-être plus parlant pour vous. Donc c'est parti, je vous montre, je décale la caméra et je vous montre directement sur mon expérimentation. Ok, donc là on se retrouve sur la breadboard, donc c'est ce petit composant blanc là qui permet de faire des petits circuits électroniques comme ça pour des petites expérimentations et voir que tout fonctionne bien. Donc j'ai relié une alimentation et j'ai exactement fait les circuits que je vous ai montrés. Ici on va commencer par le circuit en série. Donc on a du 3,7 volts qui arrive ici à la sonde rouge et donc la masse reliée à la sonde noire. Et là, vous voyez qu'il y a deux LED qui sont branchés, comme je vous l'ai dit, en série. Peut-être que vous n'allez pas le voir parce que c'est difficile de voir avec les connexions, mais c'est exactement ce que j'ai fait sur le schéma. Donc là, si vous avez compris le fonctionnement, normalement, vous savez ce qui arrive si j'enlève l'une ou l'autre des LED. Donc comme c'est en série, si j'enlève l'une ou l'autre des LED, eh bien le courant ne peut plus circuler. Donc là, actuellement, le circuit, il est fermé puisque du courant circule. Mais si j'enlève une LED, alors le courant, hop, il ne peut plus du tout circuler. Si je la remets, ça recircule. Et si j'enlève l'autre, le courant ne peut plus circuler. Et si je la remets, ça recircule. Donc voilà, ici, circuit fermé, circuit ouvert. Maintenant, j'ai modifié le circuit et ces LED, maintenant, elles sont montées en parallèle. Donc encore une fois, c'est exactement comme le schéma que je vous ai montré. Et si vous avez compris, vous savez que si j'enlève l'une ou l'autre des LED, vous savez exactement ce qui se passe. Comme c'est en parallèle, le courant va pouvoir toujours circuler. Donc là, actuellement, c'est un circuit fermé. Il y a même deux circuits fermés vu qu'ils sont en parallèle. Et si j'enlève une LED, eh bien, l'autre va continuer de briller. C'est pareil de l'autre côté. Si j'enlève une LED, l'autre va continuer de briller. Donc ça veut dire que le circuit est toujours fermé et c'est exactement ce que fait un circuit en parallèle. Et maintenant, pour finir, je vais vous montrer le comportement d'un circuit qui est en court-circuit. Donc là, pour l'instant, on a une LED qui est montée en série. J'ai juste rajouté une résistance au cas où pour dissiper le courant qui va passer, vu que je vais le faire en court-circuit et que j'ai pas envie de cramer ma LED. Donc là, pour le moment, le circuit est fermé et le courant circule normalement. Lorsque vous avez un court-circuit, ça veut dire que le courant va trouver un chemin qui est plus facile et qui rencontre le moins de résistance. Là, encore une fois, je vais le faire exactement comme je vous l'ai dessiné dans le schéma. Donc je vais connecter mon fil de manière à faire en sorte à ce que la LED soit en court-circuit. Donc ce que le courant va faire, c'est qu'il va déterminer entre la LED et le fil qui a le moins de résistance. Bien évidemment, c'est le fil, donc tout le courant va passer par le fil. Donc là, je connecte le fil et vous voyez que la LED, elle s'éteint. Et là, je sais qu'il y a un court-circuit car sur mon alimentation, il y a écrit qu'il y a du courant qui est consommé et pour l'instant, ça ne chauffe pas et les composants ne vont pas être détériorés car j'ai limité le courant sur mon alimentation stabilisée pour qu'il ne dépasse pas une certaine intensité. Donc c'est pour ça. Si jamais vous laissez tout au max sur une alimentation stabilisée en termes de courant,
eh bien vous pouvez cramer des composants parce que ça peut monter jusqu'à 5 ampères par exemple, et s'il y a 5 ampères qui passent dans un composant, il peut tout à fait cramer. Là je l'ai limité, donc c'est pour ça que j'ai pu protéger mes composants. Donc voilà, j'espère que toutes ces explications théoriques avec les explications pratiques, ça va vous permettre de mieux comprendre la tension, le courant, les résistances et ce que vous voulez mesurer, comment le courant circule, etc. pour rechercher les pannes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à poser des questions, je suis là pour ça, pour y répondre. Et si jamais vous avez besoin d'explications beaucoup plus avancées, n'hésitez pas surtout non plus à venir en formation, où c'est mieux parce qu'on peut plus prendre le temps de vous expliquer en physique et de répondre directement à vos questions personnalisées. C'était Gaël pour The Repair Academy, je vous dis à la prochaine vidéo, donc dimanche à 16 h, où là on parlera du mode ohmmètre, du mode diode et du mode bip. Qu'est-ce qui mesure, pourquoi on l'utilise, lequel on préfère, etc. Donc à dimanche à 16 h. Salut!